Bonjour, bienvenue à la conférence des métiers de la cybersécurité. N'hésitez pas à venir, même si a priori vous n'avez pas le profil. Tout le monde a le profil en fait. Donc je me présente, capitaine de corvette Anne Bérangère Driol. Donc contrairement à l'apparence, je suis militaire. Mais je voulais pas vous faire peur, alors je suis venue en civil. Et surtout, je vais vous parler des métiers dans le civil. Hein, rassurez-vous, mon propos n'a rien à voir avec engagez-vous, rengagez-vous. Pour ça, il y a d'autres lieux. Voilà. Mais en tout cas, une formation dans le civil peut mener aussi à travailler pour les armées, ou une formation dans les armées peut amener ensuite à travailler dans le civil. Vous verrez, c'est très perméable. Voilà, donc j'ai eu une expérience de cybersécurité, notamment dans ce qu'on appelle les GIR, groupes d'intervention rapide, cyber. Donc vous voyez les mecs à capuche, et ben, des fois c'est pas des mecs derrière les capuches. Dans l'image dont on a, c'est les hackers, ça peut aussi être des hackeuses. Et les contre-hackers, ça peut aussi être des contre-hackeuses. Voilà, donc moi mon boulot c'était de vérifier que les systèmes d'information des armées n'avaient pas été infiltrés par des virus ou des programmes malveillants. Voilà. Mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est les métiers de la cybersécurité. Donc contrairement, voilà, donc ce n'est pas les CSI Cyber qui étaient les experts cyber, une série télé qui n'a fait qu'une saison. Non, en vrai, on est avec comme le montre l'image, avec un ordinateur, on tape des lignes de code, on se bat avec les câbles, et voilà, et on essaye de trouver la solution au problème. Donc le programme là, de cette présentation, donc les enjeux et les risques de la cybersécurité, parce qu'ils ne sont pas tous toujours maîtrisés, mais vous compreniez pourquoi on va vous payer pour résoudre les problèmes, les enjeux économiques notamment, les métiers, puisque c'est bien ça le propos, les métiers, vous allez voir qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de niveaux, on n'est pas obligé d'être bac+5 comme mes camarades à gauche ou moi-même, mais plus par hasard qu'autre chose. On peut très bien, niveau bac+2, avoir des actions dans la cybersécurité. Il y a tout un panel important. Voilà. Dire je travaille dans l'informatique, c'est assez vague. Et puis, un peu de culture cyber pour voir un peu après à quoi ça ressemble en vrai, voilà, travailler dans la cyber. Donc les enjeux économiques. Alors je fais ça, déjà je vous présente mes excuses parce que j'ai tricoté le PowerPoint hier soir rapidement, donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe déjà. Et voilà ce que j'ai trouvé sur internet en 2 clics. Donc voilà, presque 700 millions de détections de programmes malveillants dans ce qu'on appelle des malwares au niveau mondial en 2021. Donc vous voyez, du boulot, vous n'êtes pas au chômage. Une progression de 600% des activités cybercriminelles sur la période crise Covid, hein, puisque ça a donné des idées à plein de gens. Et 1 million d'alertes sécurité, dont 25% traitées dans des centres de sécurité opérationnelle. Alors paniquez pas, je vous expliquerai ce que c'est un SOC après. Vraiment à la fin, c'est de la culture cyber. Mais en gros, voilà, on a détecté 1 million d'alertes, et ça c'est juste celles qui ont été détectées. Et 76% des applications mobiles, d'après le monde informatique, contiendraient des données insuffisamment sécurisées. Voilà pourquoi il faut bien se prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, des systèmes d'information, c'est pas seulement un ordinateur, ça peut aussi être votre montre, votre téléphone portable, voilà. Je sais pas moi, il y a plein d'objets connectés en fait, bientôt vos lunettes, enfin voilà. Les enjeux économiques, parce que voilà, pourquoi c'est intéressant de travailler dans la cybersécurité et pourquoi on emploie dans la cybersécurité. Parce que, voilà, exemple, les autorités américaines ont évalué à presque 600 millions de dollars les paiements de rançon à la suite d'attaques de malware. Alors, je vous expliquerai un peu ce que c'est aussi. Voilà, sachant que ça, c'est au premier semestre 2021, c'est donc plus que tout ce qui a eu lieu pendant l'année 2020.
Donc vous voyez, c'est exponentiel. On ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter, mais il y a toujours plus, d'une année sur l'autre. Et qu'est-ce qui coûte à une entreprise? Alors, il y a le coût de l'intervention. Alors, PCRI, c'est un plan de continuité et de reprise informatique. C'est-à-dire que quand on traite un problème informatique, c'est pour ça que je vous en parle parce que ce sont les métiers de demain, enfin les métiers aujourd'hui et les vôtres de demain, qui vont permettre de mettre en œuvre ce plan de continuité et de reprise de l'informatique. C'est-à-dire anticiper. Et quand ça vous tombe dessus, faire en sorte qu'on continue l'activité et surtout, après, c'est le R de reprise, qu'on revienne à l'état initial, qu'on n'ait pas perdu de données, qu'on n'ait pas perdu de clients, qu'on n'ait pas perdu de matériel. Parce que si on en perd, il y aura des pertes directes, c'est ça le coût des pertes directes. Et puis les pertes indirectes, c'est si mon site internet il est HS pendant 2 jours, je ne peux pas passer de commande. Vous imaginez bien que si Amazon pendant 2 jours il peut pas passer de commande, il perd un chiffre d'affaires à plusieurs millions de dollars. Voilà, donc pour le coût de l'entreprise, ça lui revient moins cher, a priori, d'investir dans la prévention que dans la gestion des problèmes. Alors les attaques, là on va passer rapidement, mais c'est juste de la culture cyber. Donc le rançonnage en français, ransomware en anglais, c'est en gros, je vous chiffre votre système d'exploitation de votre PME, de votre grand groupe, de votre quelle que soit la personne. Et ensuite je vous fais chanter, je vous dis que si vous ne me payez pas, je ne vous donnerai pas le code pour accéder à vos données. Ça rapporte. L'exfiltration de données, c'est souvent avant ce qu'on appelait l'espionnage industriel, qui a été facilité par la mise en commun des systèmes d'information. Donc je m'insère dans votre système d'information, je récupère les plans de votre nouvelle, votre nouvel autocuiseur, de votre nouvelle Porsche, j'en sais rien. Et ensuite, je fais exactement la même chose. Et je le vends plus vite. Voilà. Exfiltration de données personnelles aussi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les attaques par déni de service, donc les DDoS pour les experts. Donc en gros, je bloque tout, vous ne pouvez plus travailler. Par exemple, ça peut être comme ça qu'on fait tomber le fameux site d'Amazon. Voilà. Je l'attaque tellement fort que les serveurs, souvent l'informatique, quand on l'attaque trop, il retourne chez maman, c'est-à-dire qu'il reboot et il réinitialise tout. Et là, pour remettre en place, si vous n'avez pas anticipé, vous allez avoir du mal. Donc voilà les attaques qu'il faut contrer. Et puis les atteintes à l'image, je ne sais pas moi, monsieur est en concurrence avec moi pour passer un gros marché, je ne sais pas moi, dans la cosmétique par exemple, et je modifie ces posts sur internet où je prends des photos falsifiées de lui en train de tuer des petits animaux, même c'est pas vrai, et je dis que ces produits portent atteinte à l'image de l'animal, et comme ça je suis assurée d'avoir le contrat. Désolée. Voilà, donc ça c'est une attaque informatique parce que je modifie l'information via les systèmes d'information. Voilà, les cibles matérielles, donc là déjà c'est les biais d'attaque. Donc ce qu'on appelle une cyberattaque, c'est une atteinte à des systèmes d'information réalisés dans un but malveillant. Voilà, j'ai pas fait ça pour sauver les petits animaux, hein, j'ai bien fait ça pour avoir le contrat. Voilà, donc les cibles, alors les ordinateurs, les serveurs, ça on s'y attend tous. Ça peut être aussi des ordinateurs isolés, des ordinateurs en réseau, des systèmes de routage. Vous verrez si vous faites de l'informatique, il n'y a pas que l'ordinateur, on appelle ça les couches OSI. Avant d'avoir l'ordinateur, vous avez tout un tas de systèmes. Déjà, il y a un câble qui amène l'information, qui amène Internet, et on peut récupérer de l'information sans jamais s'approcher d'un ordinateur. Voilà. Et il n'y a pas qu'Internet dans la vie, il y a aussi ce qu'on appelle les intranets, c'est-à-dire les internets des groupes qui, eux aussi, doivent être sécurisés parce qu'on doit pouvoir travailler en Chine, au Québec ou en Afrique du Sud, et tous en sécurisé. Voilà. Et puis les équipements, voilà, tels que les imprimantes, les appareils communicants, les téléphones mobiles, les smartphones, les tablettes, voilà, j'en passe une meilleure. Donc quand vous travaillez dans l'informatique, il faut pouvoir travailler sur tous ces supports-là. Voilà.
Ensuite, hop, les cibles économiques. Alors pareil, vous pouvez travailler pour des grands groupes technologiques type Apple, Windows, formidable. Vous pouvez aussi travailler pour des grands groupes financiers. Tous les grands groupes financiers sécurisent leurs données, leurs flux financiers, que ce soit, je sais pas moi, Société Générale, Fortunéo, La Poste, voilà. Je ne fais pas de publicité, hein, il y en a d'autres. Tous ont leur propre système de surveillance de leurs flux et de sécurisation de leurs données. Les grands groupes commerciaux, je reprends Amazon. Les petites PME aussi, nombre de petites et moyennes entreprises ne survivent pas à une attaque informatique. C'est-à-dire que si quelqu'un efface toutes vos données comptables, toute votre liste de contrats, tous vos commandes matérielles, et que vous n'avez pas de sauvegarde, eh ben, vous n'aurez pas effectivement... vous risquez de perdre vos contrats et ça peut être fatal pour votre entreprise. Donc vous allez payer quelqu'un pour vous garantir le fait que ça n'arrivera pas. Et c'est là où les métiers de l'informatique peuvent intervenir. Voilà. Bon, après, il y a plein de domaines, communication, énergie renouvelable, transport maritime. Les transports maritimes également, c'est un domaine informatique qui est plein de possibilités. Demain, les bateaux seront des drones. Vous aurez les porte-conteneurs qui seront gérés à distance. Donc, il faudra sécuriser ces transports-là. Voilà, il faudra les localiser de manière efficace. Les ports. Les grands conteneurs, il y a eu plusieurs ports maritimes qui ont été bloqués parce que leurs grues étaient bloquées par des hackers. Et voilà. Et donc, voilà. Donc ça vient dans le monde réel. Alors, les métiers et les compétences, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Alors, les domaines. Attention, c'est assez vaste. Alors, que tout le monde se rassure, à la sortie, j'ai posé sur une chaise un petit prospectus qui récapitule tout ça. Voilà, je suis allée prendre des choses sur Internet. Je les ai synthétisées sur 2 pages. Donc, à la sortie, à gauche, enfin, si vous mettez comme ça, vous avez sur une chaise une feuille qui récapitule tout ce que je vous dirai pour les métiers et les cursus informatiques. J'avance vite, donc après il y aura les questions. Alors les domaines, vous avez le domaine de l'informatique d'application de logiciels, donc voilà, c'est le développement informatique, celui qui crée des applications, ça c'est le métier qu'on connaît, qu'on imagine assez facilement. Le référencement naturel ou SEO, ça c'est tous ceux qui doivent qui travaillent pour Google, pour Quant, pour faire des algorithmes, pour identifier les pages les plus pertinentes. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il y avait Yahoo à une époque, mais sauf que son algorithme était moins bon que celui de Google. Ben, depuis, c'est Google qui a pris la main. La conception de sites web, voilà, les sites web internet ou applicatifs. Voilà, toute boîte PME ou grande entreprise se doit d'avoir un site internet. Donc, il y a des entreprises qui gèrent ça. Donc, il y a des métiers de concepteurs web. L'administration du système informatique, parce que dès qu'il y a plus de 2 serveurs, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir que l'administration, donc le paramétrage des serveurs, c'est un métier à temps plein. Et celui qui ne fait pas ça bien, et ben, le jour où il y a une attaque, on n'a pas de sauvegarde et tout tombe. Voilà. La gestion des réseaux informatiques, ce dont je vous parlais, les switches, les réseaux, toute la filasse, eh ben, c'est un métier de l'informatique. Y a aussi un peu de ligne de code dedans. Et si c'est pas bien fait, votre ordinateur, il sera tout bleu. Il ne marchera pas. Voilà. En tout cas, il ne sera certainement pas en réseau et vous n'aurez pas les données correctes. Et donc ça, c'est du paramétrage. Et c'est un métier à temps plein. Voilà, la gestion des projets informatiques. Donc, bonjour, je voudrais un logiciel qui fasse ceci, qui fasse ça. Ben, bon, très bien, vous le voulez. Est-ce qu'il va travailler en réseau? Est-ce que vous aurez 3 clients, 30 clients, 300 000 clients? Est-ce que vous le voulez qu'il soit accessible à Internet? Est-ce que vous le voulez sécuriser? Est-ce qu'il y a une API sur un portable? Enfin bref, plein de questions. Ça, c'est pareil, c'est un métier. C'est quelqu'un qui va gérer de bout en bout votre projet informatique. Donc ça, c'est un métier à temps plein également.
On en a d'autres. La maintenance informatique, parce qu'une fois qu'on a tout bien paramétré, faut quand même que ça fonctionne bien. Donc il faut vérifier que le logiciel, le matériel est à jour, voilà, qu'on a les systèmes les plus rapides, notamment en termes de banque. Dans le système interbancaire, vous avez intérêt à avoir des matériels ultra rapides. Et puis la sécurité informatique, le chiffrement des données, parce que c'est bien que l'information elle arrive du point A au point B, mais c'est mieux si votre concurrent n'y a pas accès. Donc il faut faire ça, il faut chiffrer ça de manière efficace, mais il faut aussi permettre le déchiffrement efficace, hein, parce que si votre concurrent n'y a pas accès, mais que vos clients non plus, c'est moins efficace aussi. Métier à temps plein. Le big data, donc c'est ce qu'on appelle la gestion de données, l'intelligence artificielle simulée, on en parle beaucoup, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'informations, mais il faut savoir la traiter, il faut savoir l'exploiter, il faut savoir la rendre efficace pour votre client. Voilà, donc là aussi c'est un métier à temps plein. Voilà, je travaille dans la cosmétique, décidément. Je travaille dans la cosmétique. Je voudrais savoir si il faut que j'investisse plutôt dans la biodiversité ou dans la protection de l'environnement. Ou voilà, donc, quelles sont les nouvelles technologies en cours. Voilà. Et là, quelqu'un va aller prendre toutes les données et va en tirer des synthèses. Mais les données, elle les trouve sur informatique, donc c'est de la gestion big data. Et là aussi, c'est un métier à temps plein. L'intelligence artificielle, beaucoup, c'est souvent simulé. Ça veut dire c'est souvent de le traitement de big data poussé à l'extrême avec des algorithmes. Et donc là aussi, c'est un biais de travail. La e-réputation, le droit des personnes et des sociétés. Est-ce que donc j'ai sali la réputation de mon concurrent. Très bien. Quels sont ses biais d'attaque? Quelles sont les preuves réglementaires qu'il doit récupérer de techniques? Quelles sont les poursuites réglementaires qu'il va pouvoir engager et les dommages-intérêts qu'il va pouvoir me demander? Là aussi, faut être de la partie. C'est un métier. Là aussi. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, chaque domaine, ça demande des compétences spécifiques et on est spécialisé dans un domaine. On n'est pas spécialisé dans tous les domaines. C'est pas vrai. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir choisir ce que vous préférez, ce qui vous tente le plus et vous documenter et prendre des compétences et de la spécialisation là-dedans pour savoir dans quel domaine vous voulez travailler. Voilà, et le cloud computing, donc l'hébergement de données, le droit international, pourquoi c'est plus intéressant d'héberger mes données en Europe plutôt qu'aux États-Unis ou en Chine. Après, vous pouvez conseiller, si les données sont pas sensibles, ça vous coûtera moins cher en Inde, mais par contre, elles seront revendues potentiellement à votre concurrent. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça dépend des données. Voilà, là aussi, c'est un choix tactique, technique que vous pouvez choisir. Et c'est là aussi des experts qui vous conseilleront. Alors, les métiers, les divers niveaux d'expertise. Il y a le niveau opérateur. Je change l'ordinateur, je change le switch, je remets à zéro, j'appuie sur les boutons, j'ai une fiche de tâche. C'est un informaticien. Le technicien support qui vient, vous avez un problème, il vient expertiser votre problème et vous propose des solutions techniques ou logicielles. L'intégrateur de sécurité qui va regarder tout votre problème et qui va vous mettre une couche de sécurité pour sécuriser votre super appli non sécurisée. Le développeur, donc celui qui va vous créer votre applicatif par exemple. L'auditeur ou le contrôleur qui viendra confirmer que vous êtes bien sécurisé, qui vous permettra donc d'accéder à des contrats plus pertinents, notamment avec l'État. L'État demande souvent que vous ayez eu une qualification de sécurisé, et donc il y a des groupes indépendants, civils, qui viennent vérifier que tout va bien. Ou si vous voulez passer un contrat avec un grand groupe, ça peut aussi être intéressant d'avoir cette certification. Donc c'est des certificateurs qui viennent, dont c'est le métier.
Et les architectes réseau aussi, pareil, pour vérifier que votre groupe était une PME, elle passe en grand groupe. Il va falloir installer un siège, je sais pas moi, vous êtes à Brest et vous devez en installer un à Pékin. Bon, bah, il va y avoir de l'architecture réseau, il va y avoir... puis si votre groupe grossit et que vous passez d'un étage à 3 étages, forcément, votre système informatique ne sera pas le même. Voilà, l'urbaniste, c'est pareil pour des grands métiers. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'il y a vraiment tout un panel et qu'il n'y a pas juste l'ingénieur informaticien bac+5, voire bac+7. On a tous un métier. Voilà, il y a plein de métiers dans la cybersécurité. Donc après, vous avez les formateurs, les instructeurs dans les écoles notamment, ou dans les grands groupes. Les experts en cybersécurité qui, eux, vont vous conseiller aussi. Les pentesters, experts des tests d'intrusion, donc là, c'est des grandes boîtes qui viennent vous tester votre système informatique et vérifier que oui, il est bien robuste et que non, il n'y a aucun risque que vos données personnelles, par exemple, vous êtes médecin, vous êtes à la tête d'un hôpital, vous êtes sûr qu'il n'y a pas les radios et les comptes rendus médicaux de vos patients qui risquent de se retrouver sur Internet. Donc vous allez faire appel à un pentester pour qu'il vienne vérifier la robustesse de votre architecture réseau et informatique. L'analyste, donc là c'est anticipation, quels sont les risques, est-ce que je suis une cible potentielle, voilà, voilà, est-ce que en ce moment, toujours dans l'hôpital, est-ce que mes systèmes techniques sont à jour, est-ce que je risque une compétence, voilà, faut vérifier ce genre de choses. Les consultants qui vont venir vous donner des conseils, utilisez plutôt ce logiciel que celui-là, pour ci, pour ça, voilà, ça peut être pour la comptabilité, ça peut être pour la gestion logistique. Les spécialistes en gestion cyber, parce que vous avez eu beau faire plein de choses, maintenant vous avez un malware et il faut s'en débarrasser. Et ils viennent vous expliquer comment on va le traiter d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue image, parce que, comme je l'ai dit, l'atteinte à l'image, c'est un risque. Et les juristes spécialisés en cyber, comme je l'ai dit, pour gérer les atteintes à l'image. Bon, les responsables SSI, c'est celui qui gère votre réseau informatique et votre système d'information au quotidien. Voilà. Donc les formations. Alors il y a divers cursus et c'est là où moi je me présente. Donc j'ai un BTS informatique industrielle. Donc au départ j'ai un bac+2. Un bac+2 en informatique, c'est là que j'ai appris à coder en C à l'époque. Avant c'était encore en Turbo Pascal. C'est les dinosaures, c'est la paléo, c'est l'ère glaciaire de l'informatique. Voilà, donc un BTS informatique industrielle. Là vous allez apprendre à coder, vous allez apprendre à gérer des routeurs, des choses comme ça. Ensuite, parce qu'il y en a qui collectionnent les chaussures, moi je collectionne les diplômes. J'ai passé, alors c'est pas une licence informatique, moi j'ai passé une licence de droit. Voilà, mais on peut avoir une licence informatique en faculté. Moi j'ai passé une licence de droit parce que le droit à l'informatique, ça me semble important d'être... souvent on a des très bons informaticiens, on a des très bons experts en droit, mais je pense que les deux c'est important. Là je l'ai fait avec le CAVEJ, vous pouvez le faire avec le CNED, vous pouvez le faire soit en université, soit en travail le soir, tout est possible. Hein. Voilà, moi je suis rentrée dans l'armée, j'avais le niveau bac et depuis je passe des diplômes avec le CNED, le CNAM, voilà. Sachez que si vous n'êtes pas pris tout de suite, vous pouvez commencer à travailler et envisager d'acquérir vos compétences après. Et puis, alors, il y a un DESS en informatique, donc ça c'est les diplômes universitaires. Vous avez également les masters spécialisés en informatique. Moi j'ai un master de cyber, j'ai eu à l'EPITA à Paris. Et puis, vous avez aussi les diplômes d'ingénieur en informatique, comme je vais oublier de vous présenter messieurs Gaëtan Crène et monsieur Vianney Divelevent.
voilà, qui sont à l'ISEN en 4e année en école d'ingénieur informatique. Et donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur de l'école navale en informatique. Voilà. Donc on peut tout à fait avoir un panel de compétences assez vaste. Et dans tous les cas, on travaillera au service de la cybersécurité. Voilà, source internet Diplôméo. On peut donc faire soit un cursus scolaire complet d'abord, par exemple 5 ans d'école d'ingénieur, et après travailler, ou alors commencer avec un BTS, travailler un peu, et ensuite avoir le diplôme. Voilà, je vais continuer. Après, vous pourrez poser des questions, notamment aux deux étudiants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les compétences que je vous conseille d'acquérir ou d'avoir, déjà, il va falloir apprendre un peu de programmation quand même, un petit peu, pour savoir de quoi on parle. 2-3 lignes de commande en Unix, ça me semble être le minimum pour paramétrer un switch. Voilà, alors du Python, de l'Unix, du C++, du Java, du HTML. C'est comme ce sont des langages informatiques, voilà, comme il y a de l'anglais, de l'espagnol, du russe et du chinois. Rassurez-vous, une fois qu'on en a appris une, normalement c'est plus simple pour apprendre les autres. Voilà, les maîtrises de la langue anglaise. Pourquoi? Alors c'est de l'anglais technique, hein, vous n'êtes pas obligé d'être bilingue, mais les parutions, les documents techniques sont souvent en langue anglaise, et surtout il va falloir vous tenir au courant régulièrement. Et les meilleures, les plus récentes parutions sont souvent en langue anglaise. Alors c'est de l'anglais technique, je le répète, donc une fois qu'on en a lu un, les autres nous semblent plus simples, mais il va falloir vous y mettre. Et la maîtrise des outils, voilà, on a des applicatifs dédiés que je vous montrerai rapidement, promis, pour que vous ayez le temps de poser des questions. Voilà, vous verrez, chaque en fait, applicatif technique, c'est une spécialité à part entière. Et il y a des ceintures noires de Kibana, des ceintures noires d'ELK, des ceintures noires de Splunk, vous verrez. Voilà, et c'est là aussi un métier, voilà, ils font que ça. Voilà. Alors de la patience, parce que c'est pas comme dans les films, hein, il suffit pas juste de se plugger, d'appuyer sur 2 boutons et ça marche. Le logiciel d'attaque qui a neutralisé les centrales nucléaires iraniennes a nécessité, d'après ce il se dit dans la rumeur, 50 personnes à temps plein pendant 3 ans. Hein, pour gérer un malware efficace, quoi. Donc vous voyez, c'est pas je me lève un matin, je fais 2 tutos sur YouTube et ça va marcher. Hein. J'aimerais bien que ce soit comme ça. C'est pas vrai. Donc de la patience, de la logique, de l'organisation. Qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, qu'est-ce que je veux empêcher d'être fait. Et de la persévérance, parce que même quand vous maîtrisez 3 langages informatiques, il y en a un 4e qui arrive. Quand vous maîtrisez 4 matériels de switch, il y en a un 5e qui vient sur le réseau. Et donc, c'est quelque chose de permanent. Voilà, ce n'est jamais acquis. Alors là, je vais passer rapidement, c'est marqué sur les papiers. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme compétences? Voilà, faut maîtriser les systèmes multimédia, l'infographie, les langages de programmation, la culture informatique, le référencement, les réseaux sociaux, le design graphique pour faire un site et une appli sympa, où tout le monde a envie de cliquer dessus, la création de sites web, la gestion de contenu, la communication digitale. L'architecture des systèmes, des réseaux, Cisco, Linux, voilà, je suppose que ça vous parle. Voilà, le web mobile, la conception, la maintenance, le design, la conception responsable, et notamment voilà, avec des applicatifs. Et des bonnes pratiques en matière de système d'information. Parce que si vous codez sans jamais faire de commentaires, la personne qui passera derrière ne saura pas pourquoi vous avez fait cette ligne de code et elle devra tout refaire. Donc il faut documenter toute votre ligne de code. Enfin voilà, donc on a plein de bonnes pratiques. Voilà, mais donc si que vous fassiez un BTS, une licence ou un diplôme d'ingénieur, vous ferez un peu de tout ça, plus ou moins poussé évidemment. Mais voilà ce que vous pourriez voir et avoir à maîtriser plus ou moins, j'insiste, hein, évidemment que le concepteur de site web devra moins se prendre la tête avec Cisco que l'expert réseau. Voilà.
Mais c'est bien de savoir ce que c'est quand même. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est quoi un SOC? Un SOC, c'est un centre de sécurité opérationnelle, en anglais Security Operations Center. Et si vous faites de la cybersécurité, vous avez une bonne chance de travailler avec eux, ou de travailler dedans, ou d'organiser, ou de le monter. Voilà. C'est ceux qui gèrent tout ça. Donc, ils font de la cartographie, de la remontée automatique, de l'analyse temps réel, de l'archivage, des outils prédictifs. C'est eux qui vont gérer la sécurité informatique de votre hôpital, de votre grand groupe, de votre banque, de votre de Peugeot, voilà. Donc c'est eux qui sont chargés de coordonner tous les métiers de l'informatique et d'avoir des remontées en temps réel. Voilà, qu'est-ce qu'ils font d'autre encore? De la surveillance et de la détection, de l'urbanisation des systèmes. Je passe vite parce que si c'est du chinois, pour l'instant, c'est normal. Je vous explique juste que c'est plein de choses et qu'il y a plein d'activités informatiques. Et la cybersécurité comme l'informatique, c'est vaste. Les collectes de journaux, donc on ne va pas chercher les journaux chez le revendeur, hein, c'est bien les historiques, c'est ça, un journal, c'est un historique. Les collectes d'événements, les hypervisions d'alerte, les détections d'incidents, voilà, il y a plein de choses en fait. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà. Et comme il y a beaucoup de choses, alors là c'est pour de la culture que je ne vous ferai pas de test de quiz à la sortie. Voilà à quoi ça ressemble. Derrière, vous lancez des outils et vous avez un outil de cartographie qu'il faut maîtriser. Il vous donne l'architecture de votre système. Voilà, avec des bases de données, des graphes de dépendance fonctionnelle, des graphes, voilà ceux que vous allez apprendre à faire, à comprendre, à réfléchir et à proposer. Voilà, et alors après, c'est parti. On est parti sur ELK, donc voilà, ça va vous donner ça. Il va falloir être capable d'interpréter tout ça. Est-ce que c'est grave, docteur? Voilà. MISP, Malware Information Sharing Platform, qui est un truc européen. Pareil, est-ce que c'est grave, docteur? Des applicatifs locaux pour faire des images de données, pour vérifier, pour faire de l'investigation. Splunk, voilà, pareil. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça c'est grave? Est-ce que tout va bien? Est-ce que quand c'est rouge, c'est grave ou pas? Voilà. Et ça, il faut être capable de le faire. Donc, il faut maîtriser tout un tas de compétences que je viens de vous lister. Allez, j'en ai fini. Une demi-heure. Ça devrait vous permettre de poser des questions. Voilà, j'espère avoir été clair. J'espère ne pas vous avoir assommé. Certainement pas exhaustive. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être faire passer un micro, s'il vous plaît. Voilà. Et surtout, voilà, je vous laisse un quart d'heure, donc n'hésitez pas à rajouter des choses. Bon, du coup, je vais vous expliquer un petit peu notre parcours scolaire, peut-être, pour avoir une idée. Du coup, moi, j'ai commencé avec un bac S classique, avec une spécialité sciences de l'ingénieur. Mais en plus, alors, je sais pas si c'est encore comme ça, mais il y avait la possibilité de faire de l'ISN, notamment. C'est de l'informatique et sciences du numérique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais du coup ça peut vous permettre un petit peu de découvrir comment marche l'informatique, les fonctionnements avec de la programmation, avoir une première base. De ça, je suis parti après en prépa intégrée en école d'ingénieur. Donc une prépa intégrée, je pense que vous voyez ce que c'est. On est directement dans l'école d'ingénieur et vous pouvez donc faire une prépa et avoir un cursus globalement similaire à une prépa classique, mais en accent un petit peu plus sur un point particulier. En l'occurrence pour moi et pour Gaëtan, c'était de l'informatique, en cycle informatique et réseau donc. Donc on faisait des maths et de la physique exactement comme des élèves en prépa classique, un petit peu moins quand même pour avoir de la place pour faire de l'informatique avec donc différents langages de programmation comme du C, on a fait également du web avec de l'HTML, du CSS. En fait, tout ça, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui existe en informatique et donc de bien comprendre après globalement comment ça fonctionne. Vraiment globalement, hein, parce que si on veut aller précisément dans un point, forcément ça devient plus technique. De ça, moi je me suis intéressé à la cybersécurité de mon côté,
en regardant un petit peu comment ça fonctionne. J'ai pris des cours sur Internet qui, d'ailleurs, c'est assez accessible. Ça coûte pas très cher, ou même ça peut être gratuit si vous voulez voir, commencer pour comprendre comment ça marche. Il vous suffit d'un ordinateur, globalement. Donc, à partir de rien, on peut commencer à avoir un bon pied dans la cyber. Et mon école permettait donc de faire une spécialité en 4e année, à la fin du cursus de prépa intégrée, de cybersécurité. Et donc de ça, cette année, j'ai rejoint ce cursus qui permet donc encore une fois de maintenir une vie d'ensemble sur la cybersécurité en comprenant par exemple des systèmes de cryptographie, donc comment chiffrer des messages par exemple, une introduction à la cybersécurité avec ce qui existe par exemple légalement, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on ne peut pas faire. Également les objets Internet connectés, les objets connectés, donc comme on l'a vu précédemment, avec par exemple des montres ou des systèmes dans une maison. On a fait par exemple un exercice où on pouvait constater qu'à partir d'Internet, on pouvait désactiver par exemple l'alarme incendie d'une maison. Bon, alors c'est purement, on imagine, hein, on fabule un petit peu, mais c'est possible de le faire et donc de faire brûler une maison à distance en fait, entre guillemets. Donc bon, c'est pas l'objectif, hein, mais en tout cas c'est un bon exercice pour voir comment ça fonctionne. Également, donc on a vu qu'il y avait des langages de programmation, donc du C, du C++. On a découvert qu'en fait, il y avait des moyens pour protéger ces codes-là. Donc ça peut être intéressant parce que s'il y a des failles dans votre code, on peut accéder et donc modifier des données. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de garder un maximum d'intégrité. Voilà. Et donc après, à la suite, personnellement, ce serait faire du pen test, c'est-à-dire donc d'essayer d'accéder à des systèmes réseau, par exemple, pour vérifier comme quoi ces sites ou ces serveurs sont inaccessibles et donc comme quoi ça répond bien. Ou alors faire consultant, c'est-à-dire une entreprise nous appelle pour dire j'aimerais protéger mon système, comment on fait, et alors on trouve des solutions ensemble pour protéger ce site ou autre. Voilà, je ne sais pas si Gaëtan, tu as quelque chose à préciser. Non, moi j'ai plus ou moins le même parcours que Vianney. Bon, en terminale, j'ai fait plutôt de l'aspect maths au lieu de faire de l'ISN. Mais après, globalement, c'est le même parcours. Par contre, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire pour l'instant en cybersécurité, mais on verra ce que je ferai. Voilà. Peut-être que vous avez des questions ou autres sur le parcours ou sur les métiers. Oui, tout à fait. Des exemples de sites. Donc, si vous voulez vous entraîner en partant de rien du tout, c'est-à-dire que vous n'avez presque aucune connaissance dans ce secteur-là et que vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, il y a par exemple TryHackMe qui fonctionne bien. Il y a pas mal d'exercices gratuits. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, de comprendre comment ça fonctionne. Après, ça doit être 6 € par mois, grand maximum, et vous pouvez vous entraîner à attaquer des sites, donc des sites virtuels évidemment, hein, pas des vrais sites, sinon vous êtes poursuivi, quoi, c'est pas terrible. Sinon, il y a des sites beaucoup plus performants qui sont comme Hack the Box, mais qui sont à des registres beaucoup plus chers peut-être. Mais Hack the Box Academy qui propose des cours avec à 15 € par mois environ, si je me souviens bien, de vraiment voir tout ce qui est possible en cybersécurité. Globalement, c'est le site, je pense, le plus complet. Ou RootMe aussi, qui consiste à attaquer également. Je ne connais pas du tout la tarification. Mais voilà, je vous conseille si vous débutez et si vous ne connaissez pas du tout TryHackMe, c'est vraiment un bon moyen. Par contre, le site est en anglais, c'est un petit peu une contrainte. Mais en même temps, en cybersécurité, on constate qu'il est vite nécessaire d'utiliser l'anglais fréquemment, couramment. Est-ce que vous avez des questions? Je suis porte-parole de TryHackMe. Oui. Je voudrais vous poser une question, savoir, vous êtes en formation d'ingénieur donc sur Brest, donc vous avez été peut-être amené à faire des stages, savoir où vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez pu découvrir au travers de vos stages Alors moi, j'ai en deuxième année effectué un stage au centre hospitalier d'Épine-Morlaix, où je travaillais plutôt dans la sécurité réseau. Donc j'ai dû implémenter l'APS, donc je ne vais pas expliquer ici vraiment ce que c'est, mais voilà, c'était de la sécurité plutôt.
Sur des données médicales, c'est ça? Plutôt sécuriser les accès utilisateurs. Pour ma part, j'en suis pas encore là. J'ai pas pu avoir encore toutes ces expériences. Ceci étant, par exemple avec Gaëtan, actuellement, on travaille sur des projets, sur de la récupération de données, où on essaye en ayant par exemple un disque dur avec des données qui ont été supprimées. Donc supposons que vous avez formaté votre disque dur. En fait, on arrive à tout récupérer depuis des années. Par exemple, on s'est amusé avec une carte SD qu'on avait depuis 2015, à presque tout récupérer. Donc vous imaginez comment ça se passe si par exemple vous avez un téléphone, que vous avez des données dedans, qu'on vous comptez revendre ce téléphone en le formatant simplement, et ben en fait toutes vos photos et autres contenus peuvent être récupérés très 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 facilement. Donc voilà, on fait ce genre d'études également et trouver des solutions efficaces pour supprimer définitivement ces fichiers. Peut-être d'autres questions? Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci à vous surtout d'être venu. Pas de problème. Au revoir.